Bonjour et bienvenue dans cet épisode hors sujet de Super Smash Bros rubrique chipotage. Et j'ai toujours pas d'intro animé spécial pour cette rubrique. Voilà comment rater Voilà comment rater sa séquence d'intro en grande pompe. Ça en dit long sur mes compétences, hein. Et à propos, et si aujourd'hui on parlait de mes erreurs? Il y a beaucoup de choses qui attirent ma curiosité et mon intérêt. Par exemple, dans un jeu comme Super Smash Bros qui utilise des personnages de jeux vidéo préexistants dans un contexte de jeu de combat, voir comment leurs capacités iconiques ont été adaptées est un des aspects que je trouve le plus fascinant. Mais quand un jeu a un aspect compétitif, j'ai tendance à n'en avoir rien à faire. Que ce soit le foin qui se fait autour des compétitions, qui sont les joueurs qui dominent le game en ce moment, ça ne m'intéresse pas. Et ça vaut pour tous les jeux qui ont mis le pied dans le domaine de l'e-sport. À l'exception de Splatoon. Mais pourquoi je parle de tout ça ? Parce que je fais des vidéos où je crée des movesets pour des personnages qui ne sont pas jouables dans Super Smash Bros. Et il faut que vous compreniez que quand je les ai faits, j'étais dans un état d'esprit très casual. Dans le sens où j'imaginais la représentation de prime abord sans penser aux petits détails les plus importants. Or, c'est une grossière erreur. Aujourd'hui, quand je revois mes premiers movesets, je grince des dents. Déjà, certains de mes choix dans mes movesets sont beaucoup trop brouillons, voire ne collent absolument pas au concept que je faisais. Et par effet papillon, l'équilibrage de ces movesets sont juste ratés. Qu'on se comprenne bien. Il y a toujours des choses que j'aime sincèrement dans mes movesets. Je ne regrette pas de les avoir faits. Mais ces derniers temps, je me suis beaucoup remis en question à leur sujet. En particulier quand je me suis rendu compte que parmi mes 4 inspirations pour mes vidéos de movesets que je poste sur YouTube, celui que je juge être le moins bon des 4 est également celui qui pense le moins à l'aspect compétitif dans sa manière de faire. Autant dire que j'ai pratiquement eu une crise existentielle. Bon, pas à ce point, mais vous me comprenez, quoi, ça m'a fait douter. Tout ça pour dire, un jour ou l'autre, attendez-vous à ce que je fasse des remakes de ces premiers movesets. Mais ça va pas être pour tout de suite, parce qu'actuellement j'ai tellement de vidéos en retard que j'aimerais me concentrer sur du contenu inédit. Donc disons que je fasse ces remakes d'ici 2024 ? Pour les 5 ans de quand j'ai commencé à faire des vidéos ? Ça vous va ? Enfin bref, mes anciens movesets, je vais les refaire. Mes movesets inédits, je vais penser un peu mieux à l'aspect équilibrage. Mais qu'en est-il de la rubrique chipotage, où je modifie les movesets de personnages qui sont déjà présents en tant que combattants ? Eh bien, comme avec mes movesets à moi, quand je revois ce que j'ai fait avec, il y a toujours des changements avec lesquels je suis d'accord, et d'autres pour lesquels je me dis « ce n'était pas une bonne idée ». Or, pour eux, c'est bien plus facile de gérer et de déterminer ce qui me pose problème. Et donc aujourd'hui, je vais revoir les changements que je vais apporter dans la rubrique chipotage. Voir lesquels parmi ces changements que j'ai apportés aux combattants déjà présents, ceux qui méritent d'être conservés, et ceux qui sont superflus, pas nécessaires, ou alors recycler mes idées en une autre. Souvent parce que j'aimais bien ces idées et que je veux les garder. Vous ne savez pas à quel point je suis têtu. Alors, je vous invite à regarder les 2 premiers épisodes de la rubrique chipotage, chacun en 2 parties, avant de regarder cette vidéo, afin que vous puissiez savoir ce que j'avais changé à l'époque, et donc connaître ce que je vais potentiellement modifier. Mais je vais quand même faire en sorte de recontextualiser suffisamment pour les nouveaux venus qui arrivent sur cette chaîne. Pour commencer avec la recontextualisation. Les 2 premiers épisodes parlaient des combattants introduits dans le tout premier épisode de Super Smash Bros et de Super Smash Bros Melee. Sur donc les 80 personnages présents actuellement dans Smash Bros, je ne me concentre que sur 26 d'entre eux. Et sur les 26 personnages concernés, il y en avait 8 dont je n'avais pas parlé. Sur les 8 personnages ici, il y en a 7 dont je ne parlerai pas pour exactement les mêmes raisons qu'à l'époque. Alors permettez-moi de vous rafraîchir un peu la mémoire sur mes raisons. D'abord, Link normal et Link enfant. Ce n'est pas que je n'ai pas de changement à leur apporter, mais j'aimerais faire une vidéo consacrée au sujet des 3 Link, donc je les mets de côté pour quand je pourrais parler d'eux et de Link Cartoon. Ness, pour la même raison que les Link, j'aimerais faire une vidéo consacrée à son sujet et à celui de Lucas. Donc pour eux aussi on verra plus tard. Fox, parce que je n'ai rien à changer chez son moveset, il est très bien comme ça. Falco, pareil. Capitaine Falcon, Itu et Mr. Game & Watch, de même. Je dis de même parce que techniquement dans Ultimate son attaque aérienne avant a changé. Or il trouve cette nouvelle attaque aérienne avant pas très pratique et voudrait le retour de l'ancienne. Moi, je suis neutre sur la question, donc je n'en parle pas parce que pour le coup ça ne m'intéresse pas.
Bon, il y a aussi le problème de son final smash qui, je l'admets, j'aimerais lui trouver une autre exécution. Mais je n'en ai pas encore trouvé, donc Mr. Game & Watch, ce sera pour une prochaine fois. Maintenant, si vous avez bien suivi ce que j'avais dit, j'ai précisé que sur les 8 combattants que je n'avais pas évoqués à l'époque, je ne parlerai pas de 7 d'entre eux pour les mêmes raisons. Mais qu'en est-il du 8e? Il s'agissait de Pichu, et à l'époque je n'avais pas d'idée de changement qui semblait nécessaire pour le petit. Cela dit, j'en ai trouvé un intéressant. Donc pour le coup, il va passer au... j'allais dire au bio, mais j'ai pas envie de tuer ce petit machin. Disons qu'il va juste avoir droit à une petite correction. C'est à la fois mieux et pire. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'il y a 19 combattants dont j'aimerais parler. Parce que sur les 18 combattants que j'ai modifiés dans les vidéos d'origine, il y en a un dont je ne vais pas reparler ici, et c'est Mewtwo. Parce qu'il n'y avait selon moi qu'une seule chose qui était prépondérant à changer. Le reste, Mewtwo dans Smash me plaît comme il est. Il sera donc épargné d'un deuxième passage ici. Et donc je n'ai toujours que 18 combattants à aborder. Dernier petit détail important, ici je vais aborder les personnages sans ordre précis. Je sais qui je veux aborder en priorité et qui je veux laisser en dernier, mais quand je parle d'eux, c'est qu'il n'y a pas de vrai ordre. Et maintenant, nous pouvons commencer. Commençons avec 2 combattants pour le prix d'un et ceux qui ont inspiré cette vidéo. Marth et Roy. Si vous suivez mes vidéos, vous savez pourquoi je parle d'eux en premier. Dans ma dernière vidéo en date, avant celle que vous regardez j'évoquais le fait qu'à l'époque, j'avais changé leur contre. Parce que je trouvais que l'omniprésence des contres comme attaque spéciale bas des combattants de Fire Emblem bloquait leur représentation. Et donc je proposais de faire du contre une technique qui pouvait se faire en appuyant sur B plus le bouton de bouclier, et donc je leur avais inventé des nouvelles attaques spéciales bas. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, je trouve désormais que c'était une mauvaise idée. J'avais apporté ces changements sans penser que peut-être que ça risquerait de bouleverser énormément l'aspect équilibrage du jeu. En plus, j'aime encore bien l'attaque spéciale bas que j'avais inventée pour Roy. Marth, par contre, c'est plus compliqué. J'aurais des changements supplémentaires à lui apporter. Ou alors, je devrais la remplacer. Mais je garde le sujet pour une vidéo que je voudrais faire un jour. Une vidéo qui pose la question, et si tous les combattants de Super Smash Bros avaient un bouclier spécial? Autrement dit, et si tous les combattants de Super Smash Bros avaient une attaque spéciale qu'ils pouvaient réaliser en appuyant sur le bouton B et le bouton de bouclier. Ça ferait une parfaite série de hors-série pour la rubrique chipotage. Enfin, tout ça pour dire, de base, j'ai décidé de rebrousser chemin pour eux. Autrement dit, je restaure l'idée des attaques spéciales bas de contre pour Marth et Roy. Et je pense que ça ira de même pour tous les combattants de Fire Emblem. Mais pour ceux qui aimaient ces idées, ne vous inquiétez pas, j'en reparlerai quand je ferai ces vidéos consacrées aux boucliers spéciaux. Quitte à continuer à parler de combattants pour qui je n'ai pas grand chose à changer, parlons de Samus maintenant. Pour elle, c'est logique que j'ai pas beaucoup de changements à lui apporter parce que j'ai déjà fait le gros du travail plus tôt. Rien qu'après son passage dans le premier épisode de la rubrique chipotage, j'ai dû lui apporter des changements dans l'épisode 2. Et pas des petits, des conséquents. Et pour ça, vous pouvez remercier Delzetine. Oui, je sais, rigolez, faites un jeu à boire à chaque fois que je le cite, mais honnêtement... C'est mon créateur de moveset préféré, évidemment que je le cite beaucoup et que c'est lui qui m'inspire principalement à m'améliorer. Et honnêtement, si je ne déteste pas les changements que j'avais personnellement apportés à Samus dans mes vidéos précédentes, il y a des moments où l'élève doit reconnaître son humilité devant le maître. Mais bon, si je parle de Samus ici, ce n'est pas que pour me flageller en public en me comparant à quelqu'un de bien plus compétent que moi. La vérité, c'est que par rapport aux changements que j'avais apportés à Samus la dernière fois, il y en a 2 avec lesquels je ne suis plus d'accord et j'aimerais en parler. D'abord, la manière d'intégrer la boule morphing à son moveset. A l'origine, je voulais que Samus ait la capacité de ramper en se transformant en boule morphing. Cependant, il y a un problème évident quand on compare aux autres combattants capables de ramper. La hitbox de Samus est grandement altérée sous cette forme. Et permettre à Samus de modifier aussi facilement sa hitbox et sans autre forme de contrainte, ça n'annonce rien de bon dans les faits. Ce serait donc peut-être plus approprié si on l'adaptait en tant qu'attaque spéciale, un peu comme Delzetine et d'autres proposent. En faisant B-bas, Samus rentre en mode boule morphing. Elle est beaucoup plus petite, mais elle est plus lente et elle n'a droit qu'à un seul saut. Appuyer sur A lui permettrait de lâcher des bombes, et en refaisant B-bas, elle reprendrait sa forme normale. Voilà, c'est déjà un peu plus propre. Aussi avec ce changement, il faudrait remodifier l'attaque puissante bas, vu que mon idée de coup de pied circulaire ne marche plus trop. Et quant à l'autre changement que je voulais lui apporter, mon idée par rapport au missile de glace. L'idée c'était qu'en maintenant le bouton B enfoncé pendant qu'elle fait son attaque spéciale côté, ces missiles pouvaient avoir l'effet secondaire de geler l'adversaire. Ici mon changement c'est que j'abandonne purement et simplement l'effet gelant des missiles.
Parce qu'en essayant de réfléchir plus aux détails de comment adapter le missile de glace, j'ai fait face à deux problèmes. Si elle ne pouvait faire ça que immobile, ça aurait rendu Samus trop statique par rapport à ce que je veux. Et si je donnais à Samus la capacité de bouger pendant qu'elle maintient la charge de son missile de glace, ça aurait été contre-productif avec l'utilité principale des missiles de Samus dans Smash, à savoir créer des ouvertures pour Samus. Et parce que je n'ai pas envie que l'effet de glace soit un effet aléatoire, c'est un peu à contre-cœur que j'abandonne l'idée. De Samus, passons à un autre combattant dont Delzetine a parlé dans sa série de vidéos Remake It, Ganondorf. Et si là j'en parle, c'est pour une autre raison que par rapport à Samus. Parce que pour le coup, sa manière de faire était très différente de ce que je voulais faire moi. Notamment parce qu'il a retravaillé Ganondorf en faisant en sorte que son trident devienne son arme principale. C'est pas du tout une mauvaise idée. Mais les changements que je voulais apporter à Ganondorf étaient dans le cadre de son moveset actuellement présent dans Smash. Pas une refonte totale. Donc du coup, je reste sur pas mal de mes positions par rapport à ce que j'avais changé chez Ganondorf. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a aucun sur lesquels je voudrais revenir. Déjà, j'abandonne l'idée d'attaque spéciale haut que je lui avais donnée, celle que j'avais imaginée en fusionnant ses attaques spéciales côté haut et bas. Et je lui remets ses attaques spéciales côté et haut comme elles étaient comme avant. Ce qui veut dire que j'abandonne aussi l'idée de faire du volet vicieux une attaque spéciale côté. Mais je ne l'abandonne pas totalement. J'ai décidé d'en faire une nouvelle attaque Smash haut, où Ganondorf crée une explosion d'énergie lumineuse au-dessus de sa tête. Mais croyez-le ou non, je n'abandonne pas l'idée d'en faire un projectile. Parce que oui, contrairement à l'attaque Smash haut de Herbizarre par exemple, celle que j'invente ici compterait bel et bien comme projectile. Et ce, même si visuellement elle est immobile. Un peu l'inverse du pistolet de Joker, vous voyez. Mais comme cette nouvelle attaque Smash compte comme un projectile, ça veut dire qu'elle est affectée par les réflecteurs. Cela dit, l'explosion n'est pas renvoyée directement à Ganondorf, forcément elle ne le touche pas. Par contre, ça la désactive complètement. Pour vous donner une idée, c'est un peu comme l'attaque Smash avant de Ridley. Elle peut être interrompue et ça laisse Ganondorf vulnérable. Après, vu que j'ai donné une nouvelle attaque Smash haut à Ganondorf, est-ce que ça veut dire que j'abandonne mon ancienne idée où j'utilisais son trident? Non. Mais à la place, j'en fais une attaque Smash bas, Ganondorf flottant au-dessus du sol et faisant tourner son trident en dessous de lui. Non seulement je conserve mon idée, mais en plus ça colle avec le concept des attaques Smash bas de manière générale. C'est gagnant-gagnant. Enfin vient la troisième modification que j'avais apportée au moveset de Ganondorf. J'avais intégré son attaque spéciale bas actuelle, le coup de pied sorcier, à la nouvelle attaque spéciale haut que je lui avais créée. Évidemment, vu que je lui ai redonné ses anciennes attaques spéciales côté et haut, ce n'est plus le cas. Mais le pied du sorcier existe toujours, elle est désormais intégrée dans la nouvelle attaque spéciale neutre que je lui avais donnée. On l'obtient en maintenant le bouton B enfoncé encore plus longtemps, et représente dans l'ensemble le niveau de charge maximal de l'attaque. Mais elle fonctionne toujours comme dans Smash à l'heure actuelle. Sur Terre, il fonce tout droit et vite. En l'air, c'est un plongeon en diagonale. Restons dans l'univers de The Legend of Zelda et parlons de la princesse titulaire et de son alter ego. Pour ce duo, j'avais apporté peu de changements, mais il y a deux sujets dont j'aimerais reparler. D'abord, la nouvelle attaque Smash haut que j'avais donnée pour Zelda. J'ai décidé de la rendre très similaire à son attaque Smash haut actuelle, mais l'animation est différente. Elle utilise sa magie pour dessiner l'arc de lumière, puis la hitbox finale prend la forme d'un coup en éventail où elle tire 3 flèches en même temps dans 3 directions différentes. Ou devrais-je plutôt dire des gerbes de lumière, parce que ça reste une attaque physique disjointe évidemment. Parlons de Sheik maintenant. Quand j'avais abordé le sujet du combattant Sheikah, j'ai proposé de donner à Sheik une saisie disjointe où le personnage utilise sa chaîne pour attraper son adversaire à distance. Problème, Sheik est un personnage rushdown de bout en bout, et est le 4e personnage le plus rapide de Smash Bros. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée au final? Moi je ne pense pas, ça donnerait à Sheik une trop grosse distance de sécurité. Du coup j'abandonne la saisie disjointe, mais je n'abandonne pas l'idée d'utiliser la chaîne. Et vu que j'avais eu l'idée de donner à Sheik un lancer inspiré par Snake, autant aller plus loin avec cette idée. Au lieu d'utiliser la chaîne pour une saisie disjointe, Sheik l'utilisera pour une saisie au corps à corps, restreignant l'adversaire saisi au niveau du cou et en infligeant des petits coups avec des coups de genoux. Ainsi, ça risque moins de poser problème. Passons désormais à Kirby et à 3 choses dont j'aimerais parler à son sujet. D'abord, l'idée de nouvelle attaque Smash bas que je lui avais donnée. Qu'est-ce qui m'était passé par la tête? Mon idée c'était que je voulais changer l'attaque Smash bas parce que je trouvais celle qu'il a actuellement peu inspirée, mais ma solution était pas bien pensée non plus. En plus, ça tombe bien, j'ai trouvé une bien meilleure alternative. Donc mon ancienne idée de nouvelle attaque Smash bas, ça dégage. Quant à ma nouvelle idée, elle est toute simple. Elle est inspirée par l'attaque de course que Kirby avait dans Brawl et Super Smash Bros 4. En version immobile, bien entendu. Aussi, comparé à la version attaque de course, Kirby compresse son corps bien plus, afin que la hitbox soit plus posée vers le bas. Deuxième changement, faire de son attaque puissante bas le coup de pied glissé des jeux Kirby. Car j'ai été très surpris quand je me suis rendu compte que cette attaque n'était pas présente dans Smash, je pensais que c'était déjà le cas.
Et troisième changement, la manière dont fonctionne son attaque spéciale côté, le marteau ardent. À savoir lui donner 2 nouvelles fonctionnalités en se contentant d'appuyer sur B. Appuyer sur B pendant qu'il court fera utiliser à Kirby le marteau tourbillon, et en l'air il utilisera la pirouette toupie. Contrairement à Melee où l'attaque ressemble un peu à une sorte d'attaque aérienne neutre bis, pour cette nouvelle version, le coup de marteau aurait la capacité d'infliger un effet météore, mais uniquement au tout début de l'attaque. Enfin vient le dernier changement dont j'aimerais parler. J'avais eu l'idée que si Kirby copie un autre Kirby avec son attaque spéciale neutre, il gagnerait la baguette étoile. Le problème c'est que vu la manière dont l'objet fonctionne dans Smash, la baguette ne fait rien que ce que Kirby pourrait faire lui-même. Alors à la place, je propose de donner à Kirby un autre objet, l'épée arc-en-ciel de Kirby's Dream Land 2. Comparé aux autres objets d'épée de Super Smash Bros, l'épée arc-en-ciel serait très classique. Elle n'infligerait pas autant de dégâts qu'un coup critique d'un fer létal, mais elle infligerait plus de dégâts qu'un fer létal à la puissance de base. Et contrairement à l'épée laser, la lame ne s'allonge pas quand Kirby fait une attaque smash avec. Ou n'importe qui, vu que l'objet peut être ramassé par n'importe qui. Cela dit, exécuter une attaque smash avec l'épée arc-en-ciel en main permet de renvoyer une projectile, comme les battes de baseball. Une autre option assez simple, mais que je ne trouve pas inappropriée. Passons aux combattants issus de Pokémon et commençons par sa mascotte, Pikachu. Je lui avais fait 2 changements. Le premier, lui donner accès à Tonnerre en maintenant le bouton B enfoncé. La deuxième, remplacer Coup de crâne par une nouvelle attaque spéciale côté, Queue de fer, qui fonctionnerait de la même manière mais qui au moins aurait inclus une attaque qui est associée à Pikachu. Pour Tonnerre, ça me brise le cœur, mais j'ai décidé d'abandonner l'idée. Au vu de la taille de Pikachu et de sa rapidité, j'ai peur que ce soit beaucoup trop simple pour lui de pouvoir lancer cette attaque. J'ai donc décidé d'abandonner l'idée. Déjà que Pikachu est très haut placé dans les tier list, j'ai peur que Tonnerre le rende encore plus fort qu'il ne l'est. Quant à Queue de fer par contre, j'aimerais changer sa hitbox. Au lieu d'avoir la queue de Pikachu dressée, elle serait bien plus située contre son corps. Sa queue brillant d'un reflet métallique afin de bien voir où elle se trouve. Pour Rondoudou maintenant, j'aimerais faire un changement et apporter une précision. Commençons pour la précision. J'avais donné à Rondoudou la capacité de pouvoir utiliser des attaques smash dans les airs. J'ai oublié de préciser quelque chose d'important. Évidemment, elles ne sont pas chargeables, et Rondoudou ne peut utiliser que les versions les plus faibles de ses attaques. Quant à la modification, c'était par rapport aux idées de ses Final Smash. Je lui en avais donné un nouveau, inspiré par les Final Smash de Peach et Daisy, ce qui colle bien plus à Rondoudou, mais j'avais eu l'idée que si on interrompt Rondoudou avant que le Pokémon ne chante, c'est-à-dire qu'on l'attaque, il activerait méga gonflage sur le coup. Rondoudou gonflerait donc à une taille énorme à une vitesse soudaine. J'abandonne la partie où j'essaye de conserver méga gonflage, parce qu'ironiquement, avec la nouvelle attaque Smasho que j'avais donnée à Rondoudou, elle a déjà un successeur spirituel. J'abandonne donc cette partie pour donner à Récital Final une autre fonctionnalité, à savoir la même que Repos. Récital Final a un sweet spot juste devant Rondoudou au moment où il lance son Final Smash. Si le nouveau Final Smash touche un adversaire juste devant Rondoudou, alors il se prendra des dégâts considérables et se fera envoyer voler très haut dans le ciel. S'il survit, non seulement il a une fleur sur la tête qui inflige des dégâts petit à petit, mais l'adversaire sera également étourdi. Par ailleurs, si un adversaire déploie son bouclier juste devant Rondoudou au moment où il lance le Final Smash, alors le bouclier est automatiquement brisé. Enfin, Pichu. Pour lui, j'aimerais remplacer Coup de crâne. Oui, aussi. En même temps, la famille évolutive de Pikachu n'a plus accès à Coup de crâne depuis longtemps maintenant. Mais ça ne veut pas dire que l'attaque ne lui ressemblera pas, puisqu'il s'agit d'étincelles. Pas aussi puissant que le Coup de crâne actuel, en contrepartie, l'attaque mettrait moins de temps à charger. Hey, j'ai dit que j'avais une idée de changement pour Pichu, pas que le changement allait complètement redéfinir le personnage. Pour les Ice Climbers, il n'y avait que 2 changements que je leur avais apportés et je ne vais en parler que d'un seul, parce que c'est vraiment l'exemple parfait de changement qui me plaît dans l'idée mais que j'ai très mal exécuté ou décrit son exécution. À savoir comment gérer leurs costumes. Mon idée était de réduire le nombre de paires de couleurs différentes que les Ice Climbers avaient, ne faire que 4 paires différentes et profiter de la séparation en 8 costumes pour que d'un côté on en ait 4 où c'est Popo que le joueur contrôle et 4 autres où c'est Nana que le joueur contrôle. Comme je l'ai dit, j'aime toujours l'idée, mais j'ai besoin de retravailler son exécution. Donc voici la version raffinée de cette idée. L'idée c'est qu'il n'y a que 4 paires de couleurs différentes pour leurs différents costumes. Ceux de Popo seraient bleu indigo, gris, vert et un costume original blanc inspiré par le Topi, un ennemi de Ice Climbers. Enfin, l'apparence du Topi dans les versions américaines et européennes. Et enfin, pour chacune de ces paires, Nana sera rose, rouge, jaune et un costume original bleu outre-mer inspiré lui aussi par le Topi, ou du moins son apparence dans la version japonaise du jeu. Et comme dans Ultimate, ici l'important ce sera quel Ice Climbers le joueur contrôle en priorité. 4 où c'est Popo le leader et les 4 autres où c'est Nana.
Un problème auquel je n'avais pas pensé par contre, c'était dans les cas de match doublon. Bon, si les deux Ice Climbers contrôlés par des joueurs sont issus de paires différentes, il n'y aura pas de changement conséquent. Mais imaginons que les deux joueurs ont choisi les deux combinaisons possibles d'une même paire. Et bien dans ce cas-ci, les équipes des Ice Climbers seront ton sur ton. La couleur de l'Ice Climbers contrôlée par l'ordinateur collera à celle contrôlée par le joueur. Et pour aider les joueurs à ne pas perdre le fil sur quels Ice Climbers ils contrôlent, ceux contrôlés par un ordinateur seront surmontés d'un petit cœur de la même couleur que la position du joueur. Par exemple, dans un cas de joueur 1 qui est représenté par la couleur rouge et de joueur 2 représenté par la couleur bleue, eh bien les cœurs des Ice Climbers contrôlés par l'ordinateur seront respectivement rouge et bleu. Voilà, comme ça c'est bien plus clair. Clair comme de la glace. 11 combattants de fait, plus que 7, et ils sont tous originaires de l'univers de Mario. Commençons avec Yoshi. Il y a deux choses que j'aimerais changer dans les modifications que je lui avais apportées. D'abord, j'avais changé le fonctionnement de son attaque spéciale haut pour qu'elle fonctionne d'une manière plus similaire au jeu Yoshi. Ou en tout cas qu'on ait l'option de faire comme dans ces jeux. Après réflexion, cette insistance pour la fidélité est juste ridicule. Yoshi a déjà la capacité de viser son attaque spéciale haut dans Smash, ça sert à rien de vouloir faire exactement comme dans ses jeux d'origine, donc j'abandonne l'idée. Le deuxième changement est directement inspiré par les vidéos de Brawl Fan One ce coup-ci. J'ai dit que parmi mes inspirations, ces movesets étaient ceux qui étaient le moins bien conçus. Ça ne veut pas dire qu'il a tout le temps des mauvaises idées. Et une idée qu'il a eue avec laquelle je suis à 100% d'accord, c'est que Yoshi devrait être capable d'utiliser son attaque spéciale neutre comme un réflecteur. Si Yoshi tire la langue et que cette dernière touche un projectile, Yoshi l'avale et le garde en bouche. Et en réappuyant sur B, il attaquera en recrachant son projectile. Après, je parle principalement de son attaque spéciale neutre parce que c'est la plus simple à faire. Puisque vu que Yoshi utilise sa langue pour ses saisies, je pense qu'il serait en effet capable d'avaler les projectiles ainsi. Sauf qu'évidemment ce serait plus compliqué vu que sa saisie n'a pas le même timing. Pour Bowser, je n'ai qu'un seul truc à changer. Enfin plutôt à conserver. J'abandonne les différentes idées d'attaque aérienne neutre que je lui avais données pour qu'il conserve celle qu'il a actuellement dans Super Smash Bros. J'ai appris à l'apprécier avec le temps. Notamment en comprenant que l'intérêt de cette attaque c'est que Bowser utilise sa taille à profit. Parce que c'est vrai que quand on est l'un des combattants les plus grands du jeu, autant en profiter. Passons au plombier, son alter ego médecin et son frère, où j'ai deux idées à changer chez eux. 3 pour Mario précisément. D'abord mon idée de faire de leur attaque tourbillon une attaque aérienne haut. J'aime toujours l'idée, mais plus important, il faut que je change la hitbox et la manière dont l'attaque fonctionne. Elle pourrait commencer comme d'habitude avec les personnages qui tournent les bras tendus parfaitement sur les côtés, mais au fur et à mesure qu'ils tournent sur eux-mêmes, les bras iraient vers le haut, pour bien indiquer que c'est une attaque qui est orientée vers le haut. À propos, le deuxième changement sur lequel je voudrais revenir pour chacun d'eux. J'avais changé leur attaque spéciale haut en attaque smash haut. Et en contrepartie, je leur avais donné des attaques spéciales haut inédites. J'ai décidé de revenir sur mon changement et de conserver l'attaque smash haut en coup de boule que les personnages ont. Mais ça ne veut pas dire que leur attaque spéciale neutre actuelle, les super points sautés, n'auront aucun changement. Parce qu'après réflexion, je me suis rendu compte d'une chose. Dans le fond, les attaques spéciales haut inédites que je leur avais données, elles pourraient se mélanger à l'actuelle sans souci, sauf pour Dr Mario, mais bon lui, on réabordera son cas dans un instant. Résultat, j'aborde des changements aux super points sautés actuels de Mario et Luigi purement esthétiques. Pour Mario, sa casquette aura la paire d'ailes de Super Mario 64, tandis que Luigi se compressera comiquement comme un ressort avant de sauter. Pour Dr Mario, par contre, j'aimerais apporter une fonctionnalité inédite à son attaque spéciale haut actuelle. Je propose que comme celle de Luigi, celle de Dr Mario aura un sweet spot. Sauf que la sienne, au lieu de se trouver devant lui, se trouverait au-dessus de son poids quand il atteint la hauteur maximale de son saut. Car comme le mercure dans un thermomètre, plus ça monte haut, plus ça annonce un problème. Enfin, parlons du dernier changement que je voudrais apporter à Mario, et qui concernait son attaque spéciale bas. J'avais proposé qu'en l'air, il puisse utiliser l'aérobus de JET pour flotter un court instant. Le problème, c'est pas l'idée en soi, mais plutôt l'équilibrage. Alors essayons d'y apporter des précisions. Pour cette fonction, le jet de JET ne dépasserait pas le bout du pied de Mario quand il est en l'air. Mario flotterait le temps d'une petite seconde, et ce, même si Mario avait commencé à charger JET sur le stage. Et donc oui, la fonction de base de JET n'aurait lieu que sur Terre. Empêcher un adversaire de revenir sur le stage ou nous donner une seconde de plus pour y revenir, c'est là tout le dilemme. Maintenant, parlons de Peach. Et j'aimerais parler des deux nouvelles attaques spéciales que je lui avais inventées. Pour coup de parasol, l'attaque spéciale côté inédite, autant je n'abandonne pas totalement l'idée, on va y revenir tout à l'heure, autant je pense qu'il serait plus judicieux de conserver le bombardier Peach comme étant son attaque spéciale côté. Et ce, même si j'ai vanné le concept de l'attaque. Oh, et en toute logique, elle conserverait également son attaque rapide actuelle. Mais concernant l'attaque spéciale neutre que je lui avais inventée, inspirée par les pouvoirs des émotions de Super Princess Peach, j'ai décidé d'abandonner l'idée. Je pense que pour son attaque spéciale neutre, il faudrait quelque chose de plus simple. J'ai donc réfléchi à une nouvelle idée. Et cette idée est inspirée par Super Princess Peach et Mario Strikers Battle League Football.
Dans Super Princess Peach, la princesse a la capacité de tirer un projectile devant elle. Un projectile chargeable qui plus est. Le truc c'est que je trouvais que si j'en faisais un copier-coller de l'attaque de Super Princess Peach, ça aurait été trop générique. Alors je trouvais un moyen de lui donner une identité plus propre. Et c'est là que le dernier épisode des Mario Strikers entre en jeu. Grâce au tir spécial de Peach dans ce jeu qui a la particularité de prendre une trajectoire en forme de cœur. Et c'est ce détail qui m'a donné l'inspiration qu'il fallait pour donner à Peach cette nouvelle attaque spéciale neutre. J'ai nommé le tir de cœur. L'attaque commencerait avec Peach qui donne un coup de parasol de bas en haut. Au milieu du coup, elle lance avec son parasol un projectile en forme de cœur. Ce dernier vole d'abord très vite en ligne droite pendant 2 secondes, pour ensuite prendre une trajectoire où il dessine un cœur. L'attaque prendra fin quand le cœur aura fini de se dessiner. Outre sa trajectoire unique, cette attaque spéciale a 2 particularités précises. Le cœur qui sert de projectile n'est peut-être pas très puissant, mais il laisse ce qu'il touche dans un état de paralysie similaire à l'attaque spéciale neutre de Corrin ou la cloche de l'attaque spéciale neutre de Pac-Man. Mais se fait détruire très facilement par tous les autres projectiles du jeu, ce qui veut dire que tous les autres projectiles des autres combattants passent au travers. La deuxième particularité, c'est que le coup de parasol que donne Peach n'est pas anodin. Elle peut l'utiliser pour bloquer les projectiles qui arrivent devant elle, conservant dans l'esprit une partie de l'attaque spéciale côté que je lui avais inventée dans les épisodes précédents. Et maintenant, nous sommes enfin arrivés au dernier combattant de cette vidéo, Donkey Kong. Et j'ai beaucoup de choses à dire, donc lançons-nous directement dans la dernière ligne droite. Et chez le Grand Gorille, il y a 3 choses que j'aimerais changer. D'abord, pour faire d'une pierre deux coups, les nouvelles attaques spéciales côté et haut que je lui avais données. Pour rappel sur comment il fonctionnait, pour sa nouvelle attaque spéciale côté, le saut de Tarzan, je faisais balancer Donkey Kong au bout d'une liane. Et je lui donnais la capacité de pouvoir remonter la liane à sa guise. Bon, cette partie-là, je le dis tout de suite, il ne sera plus capable de faire ça. Quant à la nouvelle attaque spéciale haut, c'était les tonneaux canons. Donkey Kong s'enferme dans un de ces tonneaux, qui tourne dans 8 directions différentes. En réappuyant sur B, Donkey Kong aurait été tiré dans la direction que le canot pointait, avant de finir en chute libre après avoir parcouru une certaine distance. Autant dire que ces 2 concepts ont besoin d'être retravaillés, car de loin j'ai l'impression que ça rendrait Donkey Kong trop bon pour revenir sur le terrain. Donc du coup je recherchais des moyens de les équilibrer plus que ça. Et en plus il y a des aspects qui me gênent, genre le saut de Tarzan comme attaque spéciale côté. Dans les airs, pourquoi pas, mais au sol, ça fait bizarre. Notamment parce que le concept de l'attaque fait que de toute façon, il s'élèvera au-dessus du sol. Et je suis pas convaincu par l'idée en fait. Et pour le tonneau canon, la seule idée que j'ai eue pour l'équilibrer, c'était qu'il ne pouvait tirer Donkey Kong que dans une trajectoire strictement verticale, autrement dit pas de diagonale. Sauf qu'encore une fois, je trouve que ça fait bizarre. L'idée qu'il finisse en chute libre me paraît moins intéressant maintenant que c'est juste en l'air, et la seule autre option que j'aurais pour rendre cette attaque plus intéressante, ce serait d'en faire une attaque spéciale haut dans la même veine que celui du roi Dadidou ou de Ike, où Donkey Kong s'écrase lourdement sur le sol. Or, je n'aime pas ça pour Donkey Kong. J'aimerais permettre à Donkey Kong de conserver une attaque spéciale haut qui ne le fasse pas retomber fortement sur le sol. Mais donc pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'ici mon idée c'est pas de remplacer ces attaques, mais d'échanger leur place. Et là pour le coup je suis bien plus satisfait par l'exécution de ces attaques spéciales à ces positions précises. Maintenant quant à leur nouveau fonctionnement. En tant qu'attaque spéciale côté, le tonneau canon tirera Donkey Kong dans une ligne droite dans la direction dans laquelle il faisait face. Il parcourrait à peu près les 3/4 de la distance que Fox parcourt quand il utilise son attaque spéciale côté à lui. Au-delà, Donkey Kong s'arrêtera ou s'il est en l'air, commencera à retomber sur le sol. A noter que lors de la poussée initiale de l'attaque spéciale côté, aussi appelée l'élan, Donkey Kong prend des dégâts réduits de toutes les attaques de tous les autres combattants du jeu, mais surtout ne peut pas se faire projeter par des attaques. Par contre, quand il est en l'air en mode rechute, il peut désormais à nouveau se faire projeter. Quant au saut de Tarzan, je l'ai retravaillé pour le rendre assez similaire au super point sauté de Mario, mais en plus horizontal. Une liane apparaît, Donkey Kong la saisit et prend de l'élan, avant de se balancer fortement en donnant un coup de pied vers le haut, avant qu'il ne lâche la liane et finisse le tout par une pirouette. Après avoir fait ça, Donkey Kong ne peut plus sauter, mais par contre il peut utiliser ses attaques aériennes. Comme je l'ai dit, comparé au super point sauté de Mario, cette attaque spéciale haut marche plus en longueur que sur la hauteur. Quant au troisième changement, je lui ai trouvé une attaque spéciale neutre définitive. Parce que vous pouvez témoigner, j'ai beaucoup hésité pour celle-là, mais au final j'ai trouvé une exécution qui me plaisait. Cette nouvelle attaque spéciale neutre s'appelle Tonneau, en référence au tout premier jeu du gorille, même si techniquement le gorille de ce jeu est le grand-père de celui qui nous concerne ici. En appuyant sur B, Donkey Kong lancera un tonneau qui roulera sur le sol, infligeant des dégâts à ceux qu'il touche bien entendu. Cela dit, une fois qu'il a fini de rouler, le tonneau reste sur le stage et devient un objet que tout le monde peut soulever. Et tant que ce tonneau n'est pas détruit, Donkey Kong ne peut pas en lancer un nouveau. Par contre, dès qu'il prend un tonneau en main, alors en appuyant sur B, il le lancera automatiquement comme ça.
Cela étant dit, Donkey Kong a une autre manière d'attaquer avec eux. En maintenant B enfoncé, au lieu de laisser rouler le tonneau sur le sol, Donkey Kong le lancera avec force en l'air. Ce tonneau infligera beaucoup de dégâts mais se brisera automatiquement dès qu'il touche un adversaire ou une surface solide comme le sol du stage. Avec tout ça, peut-être que vous vous demandez pourquoi je n'ai pas eu cette idée avant. La vérité c'est que j'avais eu cette idée, mais je ne lui avais pas apporté cette modification pour deux raisons. De 1, parce que j'ai beaucoup hésité à donner un projectile à Donkey Kong, chose sur laquelle j'ai fini par revenir, et de l'autre, parce que j'aimerais un jour faire un moveset sur Cranky Kong, et que donc j'avais peur de ne pas savoir rendre l'attaque spéciale des tonneaux suffisamment unique pour les différencier. Ce qui est honnêtement un peu stupide, parce que je suis sûr qu'en y réfléchissant assez, j'aurais pu trouver des différences. J'ai donc ainsi fini par outrepasser ce doute. Aussi, avec les tonneaux, j'abandonne l'idée de donner à Donkey Kong les ondes de choc de Donkey Kong Jungle Beat. Et voilà, c'est ainsi que se finit cet épisode particulier de Super Smash Bros. Rubrique chipotage. Un épisode beaucoup plus dense par rapport à d'habitude. Mais qui m'aide, cela dit, car il n'y avait aucune chance que je sorte mon prochain moveset en novembre avec la fatigue que j'ai eue à finir l'épisode 5 de Super Smash Bros. Delirium. Alors cette vidéo est tombée à point nommé. À propos, préparez-vous, car en décembre, je vais essayer de sortir non pas un, mais 2 movesets. J'espère qu'ils vous plairont. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like. Un truc gentil à dire ou une critique constructive à faire, n'hésitez pas, la section commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Quant à moi, je vous dis à la prochaine! Vous êtes toujours là? Si oui, permettez-moi de révéler que je vais faire une vidéo réaction la prochaine fois. Car au vu du timing, ça tombait à point nommé.